Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Où que vous soyez, bonjour ou bonsoir, merci de rejoindre l'émission qui se prend au mot avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute. Alors autour de moi, Valérie Beau, de retour, bonsoir. Bonsoir, quel bonheur d'être avec vous. Alors moi j'ai envie de vous dire, préparons la Saint-Valentin. Le 14 février, allez au cinéma. Et justement pour préparer cette belle journée, je vais vous inviter à aller voir 2 films. Voilà, je vous laisse un petit peu la surprise. D'accord. Je vous en dis pas plus. Et pour ceux qui ne sont pas amoureux, enfin ou qui n'ont pas qui vivent pas le grand amour, qu'est-ce qu'ils font ? Et mais ils peuvent quand même aller au cinéma et justement inviter une personne de leur choix. Il vit le grand amour certainement, mais il ne nous dit pas tout de sa vie privée. Il a peut-être raison. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Brahim, mais un jour je vous ferai un grand schéma de ma vie, mais il faut au moins 3 heures. Ouais, 3 heures d'émission, tu veux dire ? Ouais, 3 heures d'émission. Mais moi, il me faut aussi, j'ai aussi le Saint-Valentin cinématographique, donc je pense qu'il y aura battle avec Valérie, puisque moi je vous propose le boss du reggae, Bob Marley, qui fait l'objet d'un biopic, le premier, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, si l'on accepte le documentaire réalisé il y a quelques années. Je vais donc vous parler de ce film signé Reynaldo Marcus Green, sorti le 14 février. Avec nous aurons Denis Martin Chabot depuis Montréal, et en fin d'émission, pas très très loin de chez nous, mais qui a de plus en plus de mal à se déplacer, Éric Garnier, par téléphone pour une chronique sympa. Il nous présentera donc un roman, et ils ont pas de mal à se déplacer, c'est normal, ils sont jeunes et tout beaux et en forme. Les réalisateurs en face de nous, bonsoir Anatole, ton morceau ce soir c'est ? Eh bien ce soir dans notre exploration de Bandcamp, nous allons parler d'une artiste culte qui a contribué à l'invention d'un genre entier, rien que ça. Et pour ça, on va écouter son morceau le plus connu, Lisa Frank 420, Modern Computer. Bonsoir Nathan Hilero. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci, c'est toujours un plaisir de t'avoir en face de nous. C'est toujours un plaisir aussi de faire cette émission, bien sûr. Voilà. Ton sujet ce soir ? Alors ce soir, moi, je vais avoir un sujet assez passionnant parce que je vais commencer en tout cas cette chronique et je vais commencer aussi cette page musicale, cette émission, mais je vais la continuer sur plusieurs émissions à venir. Je vais parler d'un très très gros sujet qui va fâcher beaucoup de gens d'ailleurs autour de cette émission. Écoutez, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, l'histoire en vaut la peine. Ouais. Merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. On démarre avec Nicolas Rividier, le plus de l'actu. Bonsoir Nicolas. Alors, Nicolas, plusieurs pays d'Afrique adoptent ou durcissent des législations existantes pour condamner l'homosexualité et la situation qui est assez dramatique pour les personnes LGBTQI+, sur place. Mais tu voulais dire ? Oui. Non, mais alors, je n'ai pas l'habitude que ça embraye si vite. Alors, je voulais juste faire un petit mot d'hommage avant de commencer à la personne qui nous a gardés quand nous étions petits avec mes frères, qui est décédée vendredi dernier. Elle s'appelait Élise Le Texier. C'est une personne qui a partagé nos vies, du coup, pendant de très nombreuses années. Donc voilà, je voulais honorer sa mémoire et dire à sa famille également qu'on pense bien fort à eux. Voilà. Alors, condoléances en tout cas. C'est gentil. Donc oui, au début du mois de janvier, pour répondre à ta question, le militant des droits LGBTQI+, ougandais, Steve Kabuye, a été sauvagement agressé au couteau et laissé dans une mare de sang, un bras complètement ouvert, le couteau ayant servi à la mutilation encore planté dans le ventre lorsque les secours sont arrivés. Kabuye a déclaré le jour de l'agression qu'il était visé parce qu'il était gay et engagé pour l'égalité des droits et non pour être volé. Cette précision a son importance car le premier réflexe des sociétés négationnistes est de rejeter les motifs des agressions et des violences. C'était déjà le combat d'ailleurs de maître Alice Nkom pour faire reconnaître ces violences. C'était la première avocate camerounaise et personnalité très engagée dans la lutte contre les discriminations et les violences dont sont victimes les personnes LGBTQI+, dans son pays. Il faut bien constater que les agressions visant les personnes LGBTQI+, des insultes au massacre, sont légion, a fortiori dans les pays en Afrique qui encouragent les conduites haineuses. Effectivement, le continent qui compte 54 pays, compte une trentaine d'entre eux qui criminalisent les relations sexuelles consenties entre personnes de même genre. Il y en a 3 qui condamnent encore à mort les personnes LGBTQI+, pour ce type de fait. Il faut signaler aussi qu'à ce stade, c'est un fait lourd, qu'il n'y a guère que le Proche-Orient et quelques États du Sud-Est asiatique qui persécutent autant au motif de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Mais il ne faut pas non plus occulter que les autres pays d'Afrique ne criminalisent pas l'homosexualité, voire la rendent possible, et facilement. C'est par exemple le cas de l'Afrique du Sud, qui fut le 4e pays au monde à légaliser le mariage pour les couples de personnes de même genre.
Le sujet est donc complexe et il serait idiot de généraliser une essence africaine qui serait par défaut tournée vers l'homophobie. C'est déjà ce que veut faire croire l'extrême droite ici. À quoi est donc due cette situation ? Écoute Brahim, si la réponse était simple, la solution serait sans doute déjà adoptée largement. Évidemment, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi cette haine organisée et ciblée contre les personnes LGBTQI+. La première chose à avoir en tête, c'est que de nombreux pays d'Afrique sont en proie à une instabilité politique forte, à des dictatures établies pour certaines depuis les indépendances, ou encore à des conflits armés avec des belligérants qui peuvent être des États entre eux ou même des factions au sein d'un même État. Or, ces situations sont des terreaux fertiles pour les haines et les violences contre les minorités. Les personnes LGBTQI+, d'ailleurs, ne sont pas les seules victimes de ces régimes. On peut citer les minorités culturelles, ethniques. Il y a un certain nombre de massacres de masse qui ont eu lieu. On peut citer des minorités religieuses, les femmes. Les personnes vivant avec le VIH aussi sont broyées avec le même niveau de violence. Alors comme dans beaucoup de régimes instables, il ne fait pas bon être différent, quelle que soit l'origine de la dite différence. Cependant, cette première analyse s'arrête à des cas comme la Namibie, la Tunisie, le Ghana ou le Sénégal ou le Maroc par exemple, qui possèdent des régimes plutôt stables et en voie de démocratisation pour certains, et qui pourtant promettent des peines de prison pouvant atteindre jusqu'à 8 ans, sans parler des traitements dégradants subis dans les commissariats ou les établissements pénitentiaires. L'association tunisienne Shams, qu'on avait reçue ici, avait pu se faire l'écho de ces mauvais traitements. Alors de façon mécanique, et dans certains de ces cas, les législations sont héritées de régimes des dominations coloniales. La France et l'Angleterre, pour l'essentiel, ont imposé un mode de fonctionnement et des codes dont certains sont encore en vigueur, ou en tout cas desquels n'ont jamais été expurgés les articles ayant trait à la vie sexuelle et affective des personnes. Il y a ici d'ailleurs un paradoxe dans le fait de rejeter les occupants coloniaux et dans le même temps de continuer à appliquer doctement un droit qui en est l'héritier direct. Il faut convoquer cependant d'autres causes pour expliquer aussi une telle obsession à l'endroit des personnes LGBTQI+. Et quelles sont-elles ? Mais il y a 2 moyens de tenir un peuple captif, la force et la foi. Les 2 inspirent la crainte. La force est un des éléments constitutifs des régimes autoritaires, mais en général, ceux-ci interpellent également les éléments de croyance auxquels se raccrochent des populations qui ont à surmonter de grandes difficultés pour trouver du travail, avoir accès à l'eau potable, à l'alimentation ou à l'éducation. Ce n'est pas toujours un phénomène ancien, d'ailleurs, de nombreux régimes africains des années 60-70, plutôt d'inspiration marxiste et soutenus par l'URSS, avaient plutôt tendance à rejeter les religions, tant pour des raisons idéologiques, l'opium du peuple, tout ça, que pratique. En effet, un pouvoir religieux, c'est surtout un concurrent à domicile, chose qui avait de quoi révulser les nouveaux rois d'Afrique. Il se trouve que, depuis quelques décennies, les maximaux d'hier, par l'épreuve du temps ou tout simplement débarqués par d'autres coups d'État, ont flatté la religion dans le but de contrebalancer les aspirations démocratiques des peuples africains, ramenés aux pulsions les plus exécrables pour les détourner de la misère et du vol institué par leurs dirigeants. Les peuples d'Afrique ont cru que les responsables de leur malheur étaient leurs voisins, un peu différents, sans plus prêter la moindre attention aux tyrans qui, eux, continuaient leur œuvre affairiste loin du focus médiatique. Aujourd'hui encore, les présidents démocratiques élus à vie par un peuple enthousiaste, arborant bérets et uniformes ostentatoires, règnent en maître non seulement sur les terres et les vies, mais aussi les esprits de leurs concitoyens. Présentés comme des traîtres vendus au tard des Occidentaux, les LGBTQI+ africains sont d'abord les victimes de systèmes politiques en recherche de boucs émissaires, plus d'organisations religieuses spécifiques. Cependant, en annonçant à grand renfort chaque durcissement législatif, sacrifiant un peu plus la marche de l'Afrique vers les droits humains, c'est toute la société qui est incitée à se joindre au lynchage, et il est donc courant que des personnes insèrent la religion et s'en revendiquent, sans qu'elle soit toutefois à l'origine de l'action, sinon de l'idéologie qui la porte. De tout temps, partout, les 3 religions du livre ont porté la haine des minorités sexuelles et de genre, charge aux chefs d'État de s'extraire de ce carcan intellectuel pour voir au-delà de ce qui a pourri l'Europe durant des millénaires et dont nous ne sommes pas encore extraits. Et le plus de l'actu, Nicolas ? Bien juste après son agression, Stephen Kabouye, se pensant mourant, a enregistré une vidéo, diffusée plus tard sur ses réseaux sociaux. On le voit allongé, un couteau planté dans le ventre, je le disais au début de cette chronique. Ce qui semble être son bras droit ouvert, du coude au poignet. Il parle et il témoigne encore dans cette horrible situation. Il expulse dans des soupirs le sang bouillant de ses plaies et les larmes sèches de ceux qui ne veulent pas pleurer vraiment. Les mots sortaient sans trop de peine avec la conviction qu'ils seraient peut-être les derniers. Notre camarade Stephen Kabouye fut ce jour-là la voix de l'humanité. Valérie. Merci.
Merci Nicolas pour ta chronique si complète et profonde sur les questions et le sens. Et justement, je voulais parler d'un documentaire qui était passé à Chéri Chéri, dont j'avais fait une chronique, qui s'appelle Out of Uganda. Et je pense que ce militant était justement filmé. C'était à frémir parce que c'était à se dire mais comment est-ce que l'on peut rester là ? On n'a qu'une envie, c'est de partir puisqu'on risque sa vie à chaque instant. C'est atroce. Et on sentait cette énergie à résister à tout et se dire bah si finalement il est encore là, il y est. J'ai rencontré une personne qui le connaissait justement. Et c'est bouleversant, son témoignage filmé, enfin, on en a les larmes aux yeux, c'est effrayant, et ces religions, entre les religions, les régimes qui s'en nourrissent, s'en gargarisent. Mais où est l'amour ? Mais où est l'amour ? Et alors le problème de la plupart de ces gens qui imposent un peu le durcissement et plein d'autres choses, ce sont souvent les premiers qui vont vivre en exil et vivre une homosexualité en dehors de leur pays. Ils sont nombreux ces gens-là en fait aussi. Oui, ben, en fait, il y a toujours dans les logiques de bouc émissérisation, cette idée d'une approche extrêmement froide, pratique, mais d'ailleurs on le voit en France. Hein, je veux dire, aujourd'hui, moi je suis toujours effaré de voir avec quelle facilité les Juifs de France tombent dans le piège de l'extrême droite, qui subitement leur fait des courbettes, explique qu'il faut les défendre, qu'il faut défendre Israël, qu'il faut défendre tout ça, et pour mieux attaquer les musulmans dans notre pays, qui sont devenus les nouveaux boucs émissaires d'une certaine frange politique qui a charge de trouver la cause de tous les maux. Et donc là, il se trouve qu'en Afrique, ce sont les minorités que j'ai pu citer. J'ai parlé de Stephen Kabouye ce soir, mais il y a un nombre effroyable de militants et de militantes africains qui sont assassinés tout le temps en Afrique pour des raisons militantes. Je pensais à l'Afrique du Sud parce que j'avais vu une très belle exposition à la Maison de la Photographie j'ai oublié son nom, une photographe. Méoli. Voilà, c'est ça exactement. Et donc il y avait des photos des enterrements, des cérémonies funéraires que les militants faisaient aux autres militants assassinés, pour certains battus à mort, etc. Enfin, je veux dire, il y a quand même une situation d'alerte qui devrait mobiliser nos gouvernants ici. Quand on parlait de ces sujets il y a 10 ans, le fonds européen pour aider les LGBT en Afrique, c'était 50 000 €. Et on nous expliquait que c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. Que vous comprenez, ils arrivaient à faire beaucoup avec peu, et donc 50 000 €, ça valait bien pour tout un continent. Donc il y a quand même un déni là-bas et ici de ce qui se passe, et il faut adresser nos chaleureuses nos vœux chaleureux de fraternité à nos frères, à nos sœurs, militantes et militants en Afrique, qui se battent tous les jours, comme le disait Valérie, dans des conditions qui sont exécrables, très dures et dangereuses pour leur vie. Un exemple concret avant de donner la parole à Jean-François, donc mon ami qui vit au Maroc, m'envoie souvent des vidéos. Ce sont des personnes marocains qui se font tabasser, qui se font surprendre parce qu'il y a des couples qui ont une aventure comme ça dans la nature, qui se font surprendre, et les gens les filment et les tabassent jusqu'à mourir, et ils postent ça sur des vidéos. Comment voulez-vous, quand on est homosexuel dans un pays comme par exemple le Maroc, ou comme tu viens de le décrire en Afrique en général, s'épanouir avec ça? C'est vraiment terrible. Et on a, même moi, en allant rencontrer mon ami souvent les étés, il y a toujours cette peur, il faut se cacher, attention, on va nous voir, même le fait de discuter ensemble, tout ça, attention, qu'est-ce qui peut arriver? Donc c'est tellement frustrant et terrible, on se dit mais ils sont encore dans une situation qui est terrible par rapport à et en plus de ça, c'est toujours la même chose. Il y a cette ségrégation systématique entre les riches et les pauvres. Alors je fais binaire, mais au Maroc, on avait Pierre Berger et Yves Saint-Laurent qui coulaient des vacances extrêmement tranquilles, sans inquiéter le moins du monde. Et donc c'est aussi contre ça qu'il faut lutter, c'est-à-dire la ségrégation des personnes en fonction des revenus, des origines sociales, des classes sociales qui sont d'ailleurs exacerbées dans les pays en construction, parce qu'il faut des repères, il faut des trucs comme ça. Et donc voilà, se dire aussi que c'est contre toutes les injustices qu'il faut lutter, pour faire en sorte que tous
toutes les personnes LGBTQI+, vivent bien. Et qu'on ne peut pas se satisfaire du fait que quelques personnes un peu célèbres servent de tête de pont et de blanc-seing et de pinkwashing pour dire regardez, ça se passe très bien chez nous, alors que voilà, même le roi du Maroc, le pauvre, est obligé de venir à Paris dans le Marais pour pouvoir vivre tranquillement sa vie. Ah bon? Oh quelle surprise, tiens. Quelle surprise. Oh mon Dieu. Alors j'attends de me faire enlever au café Toulon par les héritiers de... Non, c'est moi le responsable qui anime l'émission qui va me faire descendre. Jean-François, tu voulais parler du roi du Maroc? Non. Non, on s'est pas bien connus, mais si jamais, on ira avec Nicolas. Non, moi, il y a une backroom quand même, j'ai un doute sur la personne qui... bref. Ah oui, c'est ça. Bon, on en parle en antenne, ça m'intéresse. T'es sûr que c'était pas Brahim? Peut-être, mais tu sais, voilà, avec l'obscurité et tout, bon... C'était peut-être moi, ouais. Jean-François? Oui, moi, en tout cas, c'était très bien. Moi, je travaille avec de jeunes Africains à l'hôpital par ailleurs, et en fait, ce sujet-là est un sujet très important. Je parle de l'homosexualité en Afrique parce que j'ai eu 1 ou 2 patients qui ont découvert leur séropositivité à Paris et qui ont refusé de valider cette information. Ils avaient en gros 22-23 ans. Ils venaient pas pour ça, ils venaient pour autre chose. Et ça a été très compliqué de nouer un dialogue et de leur expliquer que quelle que soit la raison pour laquelle ils ont été contaminés, ils avaient le droit de vivre et le droit d'être reconnus en tant qu'être humain. Et c'était hyper compliqué parce que le regard de la famille, le regard des frères et sœurs, retourner dans le pays avec ça écrit sur un dossier et surtout des médicaments à prendre parce que c'est pas le tout, mais il faut quand même prendre son traitement. Ça a été hyper compliqué. Je pense souvent à eux, ils vont très bien. Je pense souvent à eux parce que les pauvres, c'est vraiment, vraiment pas facile. Voilà, donc c'est vrai que ça, je le vis assez souvent dans mon job. Merci Nicolas, et prochain sujet, ma vie dans une backroom. Ça fait 4 ou 5 fois que j'essaie de la caser, cette chronique. À chaque fois que tu me dis non, trouve un autre sujet. Il faudrait vraiment le faire cette fois-ci. Non, en fait, c'est trouve un autre sujet sans Brahim, c'est ça. En fait, il a très peur que tu le cites. Merci Nicolas. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. On passe à tout à fait autre chose. J'écris ton nom avec Valérie Beau. Oui, il va y avoir je vais changer l'ordre des films parce que c'est pour être dans la suite de Nicolas. Juste avant de commencer, l'artiste, c'est Zanele Muoli. Exactement. Donc je vous conseille vraiment de faire des recherches sur son travail. Donc j'ai vu 2 films et en fait je vais commencer par le premier. Alors les deux ont un point commun d'être chacun dans leur singularité poétique, sensible, avec une puissante qualité de l'image. Le premier s'appelle Nuit noire en Anatolie. Alors le réalisateur c'est Özkan Alper. Le sujet: Ishak vit seul dans la province d'Anatolie et gagne sa vie en jouant du luth dans une boîte de nuit. Un jour, il doit se rendre au chevet de sa mère dans son village natal, qu'il a dû quitter subitement 7 ans auparavant. De retour dans son village, Ishak est alors confronté à l'hostilité de tous, ainsi qu'au tourment de son passé. Que s'est-il passé cette nuit-là, il y a 7 ans, cette nuit qui hante le présent? Qui est Ali? Le réalisateur nous explique. L'histoire du film se déroule parmi des gens ordinaires dans une petite ville de montagne. J'ai vu de nombreuses photographies représentant un tel environnement sous de nombreux régimes autoritaires à travers le monde. Ce qui me motive principalement et me pousse à réaliser ce film, c'est le processus politique qui constitue l'arrière-plan de l'histoire. Avec ce film, j'essaie de montrer comment les désirs réprimés par la société, la sexualité non exprimée peuvent créer un climat de peur et de violence. Alors, je peux vous dire que le paysage est aussi beau que dangereux, comme les êtres pris dans les tourbillons qui ne maîtrisent pas. L'Anatolie, c'est partout, c'est avant, c'est maintenant, c'est là où se déchaîne la violence, c'est en Afrique aussi. Pourtant, tout est beau à couper le souffle. La vie paraît simple, où tout serait possible, où la beauté appellerait le bonheur, et non. Il y a des intérêts, des boucs émissaires. Dans le calme, pourtant, l'accord de ce temps monte la soif de justice, de mémoire. Un homme avec un homme qui joue de la musique ont attisé le brasier. Vivre, survivre, ne pas avoir peur. On chemine avec Ishak, mais jusqu'où? Bravo au réalisateur d'oser un tel film, exigeant sur le fond et sur la forme. Saluons Outplay Film qui soutient et diffuse cette œuvre d'une immense qualité. Alors pour le second film
qui sort toujours le 14 février. Il avait fait la séance d'ouverture du festival Chéri Chéri. Je vous en avais déjà parlé, mais la beauté, c'est toujours bien d'en reparler. Le film s'appelle Sans jamais nous connaître, d'Andrew Haight. Alors, le sujet. Adam, un scénariste, et Harry, son mystérieux voisin, se rencontrent après s'être mutuellement épiés par la fenêtre de leur appartement d'un immeuble londonien dont ils sont les seuls habitants. Des gens, c'est très étrange. À mesure que leur relation romantique grandit, Adam retourne dans la maison de son enfance où il découvre que ses parents décédés depuis ses 12 ans lui apparaissent, tous deux vivants, et semblent avoir le même âge que le jour de leur mort, il y a plus de 30 ans. Le réalisateur nous livre une fable troublante et intimiste sur l'amour, le deuil, l'enfance, où le rêve se mêle constamment à la réalité. Andrew Haight nous balade avec poésie. Sommes-nous dans un rêve ? Est-ce que tout cela est vrai ? Sommes-nous plongés dans un monde imaginaire ? On se laisse emporter, jamais égaré, et il nous entraîne avec poésie et tendresse dans les méandres d'un mélange intemporel. Donc je pense qu'on nous annonce des météos pas très clémentes, oui. Donc je crois aller voir de la lumière, même si le premier c'est Nuit en Anatolie, voilà, c'est du voyage et c'est un film quelque part militant. Et le second, c'est de l'amour et des voyages dans le temps. Donc allez-y. Pour quel film vous optez les deux, Nicolas ? Alors moi, ayant des origines turques, j'ai tendance à dire que Une nuit en Anatolie est un choix un peu naturel, mais l'autre a l'air très bien aussi. Et une fois de plus, on peut regretter en revanche que ces distributions soient relativement confidentielles, contrairement à d'autres films qui accèdent à un public beaucoup plus large du fait que ils soient distribués dans davantage de salles. Et donc, ce serait bien aussi que les films qui racontent nos histoires soient davantage visibles par le grand public et puissent s'intéresser aussi au-delà des limites de notre communauté, parce que les messages que l'on a à dire et à faire passer sont aussi porteurs de la société de demain qui fera qu'on sera tous ensemble. Et voilà. Jean-François ? Moi, je penche pour le second film. Il y a un côté fenêtre sur cour, amoureux, où on s'observe. Alors forcément, quand on n'est que deux dans un immeuble, c'est plus simple. Mais il y a ce petit côté-là qui sent vraiment, là, je ne connais pas du tout, mais en tous les cas, la façon dont Valérie en parle, ça me donne très, très envie, ce côté très amoureux, exclusif, tout ça. Je trouve ça très beau. Oui, un côté très étrange. Alors, notons quand même la qualité croissante, la montée de qualité des films LGBT, parce que vraiment, ce sont de très très grands films. Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas aller au ciné ou là où ils habitent, donc les gens ne peuvent pas aller voir tout ce qu'on vient de citer, c'est quoi le moyen de... Je pense qu'après le passage au cinéma, ils seront sur les plateformes. Ouais. Voilà, à chercher la plateforme qui les diffuse. Merci Valérie pour ces deux propositions et tu restes avec nous bien sûr pour la suite de l'émission, j'espère. Oh oui. Merci. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Maintenant, c'est le moment de passer à la musique. Oui, Brahim, et aujourd'hui, je vais apporter un sujet qui fâche beaucoup de monde dans la musique. Non, ce n'est pas les problèmes de remise de prix des derniers Grammy qui se sont passés la nuit dernière, ni le conflit entre Mariah Carey et Eminem, ni mon avis sur le fait de savoir si le Super Bowl est une consécration du foot US ou une surexposition des performances musicales de mi-temps que Usher, d'ailleurs, va animer dimanche prochain. Non, aujourd'hui, je vais ouvrir un chapitre de la K-pop et ses différentes générations. La K-pop, on entend beaucoup parler, même trop, selon certains. Beaucoup de personnes ne jurent que par Blackpink ou même BTS. Mais aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps et de comprendre comment est-ce que la K-pop s'est imposée comme une véritable puissance du soft power coréen. Un peu d'histoire, donc. Comme vous le savez, ou même peut-être pas, la Corée est séparée en deux États, la Corée du Sud et la Corée du Nord, suite à la fameuse guerre de Corée qui s'est déroulée de 1950 à 1953. Je ne vous raconte pas toute l'histoire de cette guerre, il y a déjà des historiens et spécialistes du sujet. Si vous voulez vraiment vous intéresser de près à ce sujet, je vous recommande le documentaire sur cette guerre fait par Arte. Toujours d'ailleurs très intéressant. Bref, ce qu'il faut retenir cependant, c'est qu'à la fin de la guerre, la séparation des deux Corées se fait au 38e parallèle et on assiste aussi à la création de la zone coréenne démilitarisée, une zone tampon fortifiée entre les deux nations coréennes. Donc, maintenant que vous avez eu le moment militaire, passons au moment musique.
Durant et après la guerre de Corée, beaucoup de soldats américains qui sont sur place organisent des petits concerts, soit dans, soit en dehors de leur base militaire, qui fait découvrir à la population coréenne, du Sud bien sûr, de nouveaux genres musicaux. Suite à la guerre de Corée, donc, les Américains, pour montrer que le bon choix est justement de rejoindre le bloc de l'Ouest, décident d'investir massivement dans des compagnies industrielles en espérant relancer la croissance économique, car elle n'a pas beaucoup de ressources naturelles, enfin la Corée du coup n'a pas de ressources naturelles, et son marché du coup est voué à l'exportation. Et figurez-vous que ça marche. Le rock va notamment s'exporter dans les années 70 vers la Corée avec succès, et va lancer l'essor musical de la Corée du Sud. Les boys bands vont se créer, mais ils vont surtout promouvoir les auteurs-interprètes aussi, donc ils vont garder leur côté traditionnel. Retenez bien que c'est grâce au rock que la K-pop va exploser, et le parrain du rock coréen, c'est un certain Shin Seung-kyung. Cependant, ce n'est pas encore la vraie apparition de la K-pop. Il faut patienter encore au début des années 90 pour voir enfin le premier site de la K-pop. Voici donc la fameuse Génération Zéro, le commencement de l'expansion culturelle musicale. La première personne à faire cette musique est un artiste qui ne sera pas très connu, mais je pense qu'il est enfin temps de lui rendre justice. Yang Young-il. Pourquoi, vous me demanderez ? Eh bien parce qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'on lui devait. Il a été boudé du public coréen, parce qu'il n'était pas 100% coréen. En effet, il est coréen de sa mère, mais américain de son père. Il est né à Ho Chi Minh Ville, avant appelé Saigon, au Vietnam, mais donc il est considéré quand même comme américain d'origine coréenne. Effectivement, comme vous voyez, ça n'a pas vraiment de logique. Bref. Alors qu'il décide de partir en Corée à la fin des années 80 pour suivre des cours de musique et de danse sous les conseils d'un acteur coréen qui était à Hollywood, il l'écoute, et il décolle du coup pour son deuxième pays natal. Sous les recommençants de Lee Bum-hee, qui est un producteur de musique connu en Corée, il fait ses débuts à la télévision coréenne en 1991 sur MBC, qui est une chaîne de télévision coréenne, une des plus grosses d'ailleurs encore aujourd'hui. Il y en a quelques-unes, donc MBC, SBS notamment aussi, qui sont donc les deux plus populaires et qui reçoivent le plus de chaînes musicales et de programmes aussi de drama donc, et de films coréens. Il débute donc en 91 sur MBC avec son single Rebecca, qu'on va d'ailleurs écouter ce soir. Mais pour l'instant, je ne vous ai toujours pas expliqué un point important, la raison pour laquelle Yang Jong-il s'est fait rejeter par les télévisions coréennes. La société coréenne est à cette époque très conservatrice. Elle est toujours d'ailleurs au passage, c'est une société très patriarcale, et du coup au final, elle trouve son visage trop efféminé et ses looks trop extravagants. Alors je vous rassure, si on regarde les looks de ce qu'il a justement, ce que Yang Jong-il mettait à l'époque, il faut savoir que aujourd'hui c'est normal en Corée, au niveau des idoles. Aussi, il s'est avéré qu'il s'est fait jeter des pierres à un concert en plein air. Donc pour vous dire à quel point justement ça fait ça, c'est assez dramatique. Et il y a même une histoire où justement il y a un faux fan qui a fait un signe de la main, en gros il a dit viens me voir, etc. Et il l'a pris par le col, il l'a jeté par terre violemment en lui disant tu as besoin d'une correction. Voilà, juste pour vous dire à quel point ça va très loin. Mais les ennuis sont pas finis pour lui. Il faut savoir que quand tu vas en Corée et que tu es américain, tu as besoin d'un visa pour pouvoir aller en Corée. Et du coup, pour dire aussi en plus, tu as raison de ta visite. Il faut savoir qu'il s'est fait refuser son visa pour des raisons qui sont notamment pour le fait que justement les Coréens le trouvent pas beau. Il s'est fait donc, notamment, il s'est fait capter parce qu'il était à la télé et donc toutes les télévisions coréennes le boudent. Et donc, du coup, ça le renvoie aux US. Sauf que il a un moyen de trouver une parade. Il va faire un comeback avec un groupe de K-pop beaucoup plus tard en 2001 qui s'appelle V2 et du coup, il va s'appeler GYI, du coup au final c'est Jong Il-yoon, donc autrement dit son nom à l'envers. Et juste pour ça, il va mentir au niveau de son âge et il s'est complètement relooké pour que personne ne le reconnaisse. Il faut savoir que grâce à ça, il a quand même eu un court succès. Donc autrement dit, il a pu reprendre une petite carrière musicale. Sauf que, comme l'agence ne pouvait pas le garder entièrement malgré sa carrière de solo, il a décidé lui-même de finir par mettre un terme à sa carrière de chanteur qui au final n'a pas rapporté tellement que ça. Il faut savoir donc qu'il va quand même travailler en tant que professeur d'anglais en Corée du Sud pour aider bien sûr tous les futurs trainees qui vont arriver et pour forcément être meilleur ensuite pour parler à l'international, pour la politique d'exportation, c'est ce qu'on expliquait. Mais au final, au fait, 14 ans plus tard, du coup, après avoir fini sa carrière, il va retourner aux US parce que tout simplement son visa est court encore à expiration. Et au fait, c'est là où, à cause de son âge, il est déjà assez âgé, il va plus retrouver tellement de bons boulots. Donc, il va devoir alterner les petits boulots en tant que serveur dans un bar, ouvrier d'entrepôt ou encore, tout simplement, juste homme de ménage pour des bureaux. Et tout ça pour essayer de survivre. Voilà. Heureusement,
Une émission coréenne qui s'appelle Sugarman va aller à sa recherche et raviver la flamme. Il va être pris de pitié par la société coréenne qui va l'aider à se relancer sa carrière en 2019 et donc elle va lui redonner une seconde vie. Et grâce à ça, il va apparaître durant toute une année sur toutes les émissions des chaînes coréennes. Il va promouvoir tous les anciens singles qu'il a fait, bien sûr aussi en plus. Il va réenregistrer des morceaux qu'il avait fait pour l'époque et qui vont avoir un succès un peu intéressant. Et du coup, aujourd'hui, il n'est pas considéré comme un Coréen normal. Il est celui qui a bravé du coup tous les dangers pour retrouver sa gloire. Et puis, au moins, le temps d'une année, il aura eu la notoriété qu'il aurait dû avoir il y a 30 ans. Sans plus tarder, du coup, écoutons maintenant la chanson Rebecca du premier chanteur de K-pop, Young Yoon-il. 기약 없이 떠나버린 나의 사랑 리베카 조각처럼 남아있어 내 가슴 속에 그리움도 원망도 아름답게 남았지만 너의 진실을 모르는 채 돌아설 수 없어. 이제 말을 해줘요. 감추인 진실 말을 해줘요. 리베카 나 혼자 간직하고 눈물을 멈추리라 나의 사랑 리베카 눈물을 멈추리라 나의 사랑 리베카 이제 말을 해줘요. 감추인 진실 말을 해줘요. 리베카 나 혼자 간직하고 눈물을 멈추리라 나의 사랑 리베카 눈물을 멈추리라 나의 사랑 리베카 이제 말을 해줘요. 감추인 진실 말을 해줘요. 리베카 나 혼자 간직하고 눈물을 멈추리라 나의 사랑 리베카 눈물을 멈추리라 나의 사랑 리베카 리베카 Homo Micro,
le cercle des chroniqueurs. L'intelligence artificielle, on le sait, va grandement affecter nos vies et cela beaucoup plus rapidement qu'on le croit. Un impact qui pourrait être dangereux pour nos communautés. Denis Martin-Chabot, qui anime Balado Queer, l'heure où Arc-en-Ciel se lève à Montréal, a traité du sujet récemment. Bonsoir, Brahim. Dans le quotidien La Presse du dimanche 28 janvier, on nous dit que l'intelligence artificielle changera profondément notre monde en 2024 et que nous allons vraiment nous en rendre compte cette fois-ci. Et c'est l'avis donc d'une douzaine d'experts et d'expertes consultés. C'est bel et bien une révolution qui nous attend dans tous les domaines de nos vies, et ce n'est pas toujours pour le mieux. Comment cela se traduit pour nos communautés? Je lisais toujours dans la Presse Plus que des travailleurs de pays pauvres consacrent de très longues heures à des salaires de crève-faim à nourrir en données l'intelligence artificielle à partir de ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux et sur les internets, et on sait que ce n'est pas toujours fiable ce qu'on retrouve là-dessus. Naoufel Testaouni est cofondateur de QueerTech, un organisme dont la mission est de rendre l'écosystème technologique plus queer, en faisant tomber les barrières, en créant des espaces et en connectant les communautés pour soutenir et permettre aux personnes queer de s'épanouir. Tu sais, les données, c'est une partie, mais c'est pour ça qu'on voit beaucoup, il y a la réglementation. Maintenant, on voit beaucoup des gouvernements qui sont en train de se faire vite pour créer des lois pour s'assurer, tu sais, qu'on n'a pas les mêmes erreurs qu'on a fait dans la création de l'Internet avec les médias sociaux, puis on est un peu en retard. Il y a du travail qui se fait en termes de réglementation, mais il y a beaucoup de conversations, les compagnies qui font ce travail de créer des comités de gouvernance d'éthique parce qu'on veut que chaque compagnie ait un processus de pouvoir tester ces données-là. Si on reçoit des données, on va la mettre dans la machine, mais il faut qu'il y ait du monde qui va tester ces données-là pour s'assurer qu'ils sont inclusifs. Puis c'est notre communauté, c'est des gens qui doivent recruter des gens qui sont queer, qui vont travailler dans cette compagnie-là pour pouvoir s'assurer que la vérification de ces données est faite par des gens de ces communautés diversifiées. D'autres questions se posent. Une intelligence artificielle prétendant identifier l'homosexualité de quelqu'un via la reconnaissance faciale a suscité la crainte d'un gaydar qui placerait les personnes queer en grande vulnérabilité et surtout sans aucune éthique. Est-ce que c'est une crainte légitime? Est-ce que l'IA est dangereuse pour nos communautés? On a appris que Sam Altman, le PDG de OpenAI, qui a fait de l'intelligence artificielle une réalité avec l'arrivée de ChatGPT, s'est marié en début janvier avec Oliver Mullerin, son partenaire de longue date, lors d'une cérémonie privée à Hawaï. Est-ce que c'est positif pour nous? Sam Altman, donc, a dit que l'intelligence artificielle pourrait révolutionner le monde, mais pourrait aussi le détruire. À entendre tout ça, peut-on se demander ce qu'en pense Alan Turing, l'inventeur britannique du premier ordinateur qui a servi à briser le code des nazis? Alan Turing, qui était homosexuel, qui a dû subir même la castration chimique, doit bien se retourner dans sa tombe. Brahim. Merci Denis Martin-Chabot depuis donc Montréal et on enchaîne tout de suite. Tu voulais intervenir. Petite anecdote, je manquais d'imagination pour ma chronique de tout à l'heure et je ne l'invente pas, hein, j'étais pas au courant de la chronique de Denis Martin-Chabot, mais mon collègue m'a dit tout à l'heure, mais tu as qu'à demander à ChatGPT de t'écrire une chronique. Ah, c'est possible ça? Oui. Merci. Merci Denis Martin-Chabot. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. On passe tout à fait à autre chose, une chronique culture avec Jean-François Kérisik. Alors aujourd'hui Jean-François, c'est Bob Marley que tu mets à l'honneur à travers la sortie du film Bob Marley, One Love. Mais absolument, mais tu le dis très bien, Brahim, One Love, c'est parce qu'on approche de la Saint-Valentin peut-être. Je crois. Mercredi 14 février, donc, Reynaldo Marcus Green, le réalisateur de ce film, sort donc son film, je vais y arriver, Bob Marley One Love, le biopic tant attendu sur la légende du reggae, disparu en 1980 à 36 ans. Le film raconte le parcours météorique de Bob Marley, né en Jamaïque, comme on sait, en 1945. Marley a été le pionnier du reggae actuel avec Peter Tosh, disparu lui aussi dans des circonstances dramatiques. Il a commencé sa carrière très tôt, en 63, avec d'autres jeunes qui, comme lui, avaient la musique dans le sang. De 63 à 69, il enregistre quelques singles, notamment avec le producteur Lee Scratch Perry, singles qui posent déjà le futur Bob Marley.
À partir des années 70, avec sa formation The Wailers, Bob Marley file vers l'Olympe du reggae, genre qu'il révolutionne en lui insufflant un slow tempo, en soignant les arrangements, en accentuant les basses. Les textes sont souvent politiques, il œuvre pour la paix au péril de sa vie. On se souvient de l'attentat manqué en 1976 à Kingston. Il organise des concerts de réconciliation entre les différents partis politiques. Son courage est immense. En 1977, avec l'album Exodus, 10 titres, 10 tubes, Bob Marley atteint son apogée. Il parle d'amour, d'exil, s'installe à Londres et devient une star planétaire. Ses productions suivantes jusqu'à son dernier album Uprising confirmeront son statut de dieu du reggae. Ses tournées seront des célébrations musicales et humaines. Et Bob Marley tire sa révérence, donc je disais, en 80 à 36 ans, ce qui est très jeune. On oublie que Bob Marley est mort quand même à 36 ans, tellement c'est devenu une icône et une institution. Le film, en fait, raconte sa vie, c'est la vie que tout le monde connaît, effectivement, parce que je viens de vous la résumer, mais je crois que c'est une surprise pour personne. Mais cette vie qui était pleine vraiment d'amour, de musique, on ne se rend pas compte, mais je pense que c'était quelqu'un qui est né avec la musique dans le sang. Et s'il avait vécu, je ne sais pas, il aurait certainement plus de 75 ans aujourd'hui, mais je pense qu'il aurait vraiment révolutionné encore beaucoup d'autres genres. Dans le film, c'est l'acteur Kingsley Ben Adir qui campe un magnifique Bob Marley. Tout le casting est impeccable. Le film est tourné en Jamaïque, évidemment. Les images sont sublimes et surtout le travail d'écriture est très précis. Et c'est donc l'un des événements marquants de l'année 2024 au cinéma, sorti le 14 février. Voilà, j'ai eu la chance de le voir en avant-première et franchement, je vous le recommande. Et ça passait au Rex il y a une semaine ou deux. Et vraiment magnifique. J'en profite pour signaler que la famille Marley a une descendance. Bob Marley a une descendance. Les enfants et petits-enfants sont aussi devenus des artistes. Il y a Stephen Marley qui vient de sortir l'album Old School où il reprend des morceaux iconiques de son père avec ses propres compositions. Et Ziggy Marley, que j'ai eu la chance de voir sur scène et de rencontrer après un concert. Il tourne régulièrement en France. Il y a Damien et Bambata Marley. J'avais fait un petit post sur ma page Instagram pour l'émission de ce soir sur Bob Marley et il m'a envoyé un petit message en me remerciant, je parle de Bambata Marley, en me remerciant de citer son père. Donc je trouve ça assez touchant quand même, le petit-fils d'une star planétaire qui t'envoie un message, ça le fait quand même. Saluons aussi les musiciens exceptionnels qui ont entouré Bob Marley. Je pense à la session rythmique Sly Dunbar et Robbie Shakespeare qui ont aussi joué avec beaucoup d'autres artistes bien sûr. Junior Marvin, et je voudrais dédier cette chronique à Aston Barrett, l'excellent bassiste qui est mort hier. Il a tiré sa révérence et ça a été le bassiste de Bob Marley pendant toute sa carrière. Il faisait partie des Wailers. Donc ils ont quand même, tous autant qu'ils sont, révolutionné le reggae musicalement et politiquement. Si vous voulez un petit plus, est-ce que vous savez pour quel artiste français la section rythmique de Bob Marley a travaillé à la fin des années 70 ? Oui, c'est pas Serge Gainsbourg. Exact, Nicolas, il est brillant. Hein. Serge Gainsbourg, effectivement. Mais il est fort, Nicolas. Mais j'adore Serge Gainsbourg et du coup l'album a été enregistré à la Jamaïque. Aux armes, etc. Oui. Voilà, ça a été effectivement enregistré comme le suivant, qui s'appelait Mauvaise Nouvelle des Étoiles aussi, a été enregistré avec la section rythmique, donc tous les musiciens de Bob Marley à la Jamaïque, dans les studios dans lesquels Bob Marley enregistrait. Et donc on doit effectivement la version reggae de la Marseillaise à ces musiciens qui n'ont absolument pas compris les paroles. C'est ce que racontait Gainsbourg. Ils n'ont jamais compris comment on pouvait avoir un chant aussi guerrier. Eux qui étaient très dans une espèce de non-violence, alors que la Jamaïque est un pays quand même où il y a beaucoup de violence, mais eux étaient vraiment dans une forme de pacification. Donc ils n'ont jamais compris. Bref, ils ont fait les arrangements reggae sur une musique donc traditionnelle, et ça donne évidemment Aux armes, etc. Je vous conseille aussi l'album, ainsi que le suivant, produit également par les musiciens de Bob Marley, qui s'appelle Mauvaise Nouvelle des Étoiles. Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire cette semaine, eh bien, vous avez pas mal de choses à écouter. Merci. Et personne n'a détrôné Bob Marley? Non, alors il y a d'autres artistes de reggae. On pense à Peter Tosh, qui était son compagnon de route, qui est mort assassiné. On n'a jamais su exactement ni comment ni par qui. Non, il n'a jamais été détrôné. Le reggae est quand même protéiforme, donc effectivement maintenant on mélange le reggae avec le hip-hop, on fait plein de choses. Mais non, c'est une icône absolue, et je pense que d'ailleurs sa notoriété a évidemment dépassé le monde du reggae largement. Merci Jean-François.
Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et nous allons donc écouter Anatole qui va pas nous parler de reggae, mais de tout à fait autre chose, Anatole. Et je vais vous parler de Macintosh Plus, le nom de scène utilisé par l'artiste et productrice Vectroid, également connue sous le nom de Ramona Andra Xavier. L'album le plus célèbre sous ce pseudonyme, c'est Floral Shop, sorti en 2011. Macintosh Plus est une figure centrale dans le genre musical de la Vaporwave, un style qui émerge dans le cercle artistique en ligne et sur le site Bandcamp notamment, au début des années 2010. C'est un genre musical et artistique qui utilise des échantillons, souvent issus de la musique pop des années 80 et 90, pour créer une ambiance nostalgique et souvent expérimentale. Macintosh Plus, avec l'album Floral Shop, est largement considéré comme ayant joué un rôle clé dans la popularisation de ce genre, la Vaporwave, et notamment avec cet album, qui a été un catalyseur pour la Vaporwave en définissant son esthétique sonore et visuelle. Il utilise des échantillons de musique pop, de publicité et des médias de masse en les manipulant pour créer des atmosphères éthérées et souvent désorientantes et répétitives. L'album est particulièrement connu pour le morceau Risufurka de 420/Gendai no Konpyu, qui peut se traduire par Lisa Frank 420 Modern Computer, qui est devenu un morceau emblématique pour ce genre de la Vaporwave. Et en tant que genre, elle s'est trouvée une audience dévouée et qui a influencé d'autres formes d'art, notamment dans la forme visuelle au-delà de la musique. La réception critique de cet album met en avant son rôle en tant qu'œuvre novatrice dans le paysage musical contemporain, et depuis le genre a lui-même évolué au fil du temps. D'autres sous-genres et variantes ont émergé, chacun explorant différents aspects de la nostalgie, de la critique culturelle et de l'expérimentation. Ramona Andra Xavier, quant à elle, a derrière son activité de Macintosh Plus des alternatifs, donc le pseudonyme Vectroid dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi d'autres projets musicaux plus orientés en musique électronique, musique composée, à l'instar de son projet Macintosh Plus qui est plus orienté dans du collage sonore, ce qui donne la nature très originale de ses albums et de ce qu'on appelle la Vaporwave classique. Elle est une figure polyvalente et prolifique de la scène musicale électronique expérimentale, explorant différents styles au-delà de celle de la Vaporwave, et certains de ses autres projets incluent New Dreams Ltd et Prismcorp Virtual Enterprise, tous des projets qui se sont développés sur le site Bandcamp. Donc je vous laisse découvrir cette petite référence de la musique d'Internet en écoutant Lisa Frank 420 Modern Computer.
Some say no. 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 Saying no, we shouldn't. Keep holding out, but you don't let go. I'm giving up on trying to sell you things that you ain't buying. I'm giving up on trying to sell you things that you ain't buying. Your move, I've made up my mind. Time is running out. Make a move. Oh, we can go on. Do you understand? It's all in your head. It's your Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Valérie Beau, si tu devais nous décrire Eric Garnier. Ah, dynamique, Ouais. avec une voix radiophonique. Ah oui. Nicolas, Qui sort souvent de chez lui. qui sort souvent de chez lui. Jean-François, Qu'on ne voit pas assez. qu'on voit pas assez. Salut Eric Garnier. Oh, quel accueil absolument merveilleux. J'ai pas compris ce que disait Nicolas, mais les deux autres intervenants me font rougir si vous voyez ça. Bon. Tu nous manques, tu ne sors pas assez, Eric. Ah oui, mais tu sais, bon, oui. Bon, alors, écoute, je préfère parler du roman qui m'est échu ce soir plutôt que de faire pleurer dans les chaumières. Voilà. Non, je plaisante. Oui. Alors, Brahim, le roman, c'est un roman qui a eu le prix du roman gay 2023. C'est un écrivain, un premier roman, Robin
Josserand, publié au Mercure de France, et le titre, son roman, qui est vraisemblablement assez autobiographique, s'appelle Prélude à son absence. Vous m'entendez là, c'est bon ? On t'entend vraiment. Alors, d'abord, un prélude, c'est voilà, on connaît ça plutôt en ce qui concerne la musique classique, les préludes de Bach ou le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Alors, il n'y a pas vraiment de faune, c'est-à-dire dans ce sens d'une sorte de demi-dieu, de divinité champêtre, à moins que le narrateur considère que Sven, qui est un jeune clochard, plutôt jeune et beau, très marginal, qu'il voit régulièrement à Lyon où il habite et où il travaille, à moins que ce faune-là soit ce Sven. Et le prélude à l'absence, à son absence, on peut penser que son, bien sûr, c'est ce Sven, donc voilà, qui est un beau garçon peut-être d'origine nordique, mais on ne comprend pas extrêmement bien pourquoi il est clochard, pourquoi il a le caractère un petit peu difficile qu'il montre au narrateur, peut-être parce qu'il n'est pas très heureux que ce narrateur soit plus ou moins tombé amoureux de lui. Donc ce roman va nous raconter tout ce qui précède son absence, c'est-à-dire très vraisemblablement le fait que Sven va disparaître de la vie du narrateur. Donc ce qui précède, c'est tout ce que l'on a pu connaître entre le coup de foudre, toutes les stratégies que l'on peut développer, parfois l'entêtement dans la douleur, les 1000 questions qu'on se pose après ces premiers moments, ces rencontres. Sven ne laisse rien espérer au narrateur. Va commencer un certain nombre de semaines où le narrateur va essayer de séduire, de comprendre et de séduire Sven. Alors, le titre, bien sûr, laisse sous-entendre que ça ne se produira peut-être pas et que cette histoire d'amour restera au stade du désir. En tout cas, le romancier nous fait passer, nous lecteurs, avec lui à travers tous les stades que l'on a pu tous connaître sur les souffrances, les espérances, les incompréhensions, les attentes, quand il s'agit de poursuivre une chimère amoureuse. Voilà, levez la main ceux qui n'ont pas connu ça. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est à la fois l'émotion qui nous étreint quand même si ce genre d'histoire n'est pas nouvelle pour nous lecteurs. Et il a beaucoup de pudeur de ne jamais en dire trop sur les étapes de son chemin de croix qui peuvent avoir été les nôtres, et de nous mener avec tact vers la dernière page de ce roman, avec l'élégance aussi d'un style qui a un peu la douceur du désespoir, et de telle sorte que nous, quand nous fermons le livre, nous avons été émus, touchés, sans qu'il appuie trop sur notre blessure intime, car sa blessure peut être la nôtre. Et un des mérites de Romain Josserand, c'est de ne pas raviver chez chacun d'entre nous une douleur passée, qui appartient au passé, mais qui correspond tout à fait à ce que lui a vécu. Ça s'appelle Prélude à son absence, qui n'est pas forcément le prélude à la mienne la prochaine fois. C'est paru dans la prestigieuse maison Mercure de France.
et c'est Robin Josserand. Merci Eric pour ce roman. Donc on prendra le temps de le lire et à très vite dans Homo Micro. C'est fini pour ce soir. Au revoir Nicolas, au revoir Jean-François, au revoir Valérie. Salut à tous les réalisateurs et rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Ciao, on vous embrasse. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.